Je te laisse la main, Sylvain, pour présenter notre invité. Grand merci d'avance, Romain, pour ton intervention. Merci beaucoup, Erwan. Bon, je vais évidemment laisser Romain se présenter, mais juste pour introduire quand même. Donc, Romain, on s'est capté, rencontré sur LinkedIn. Et moi, ça a été effectivement tout de suite un coup de cœur parce que c'est rarissime les gens qui sont issus de la recherche et qui s'intéressent pour de vrai au sujet de la vente. Donc, Romain lui a fait un doctorat plutôt sur le marketing, le neuromarketing. Mais c'est un passionné de vente comme nous et il fait justement tous les liens entre les différents sujets. Et c'est vraiment à l'image de ce qu'on aime chez Eurydice et de notre vision de la vente, basée sur des processus, sur des méthodes, bref, sur éventuellement un peu de talent, mais surtout beaucoup de techniques. Et c'est ça qu'on veut promouvoir. Donc, Romain, je te laisse te présenter. Peut-être si tu peux nous expliquer en quelques mots, ce que tu fais aujourd'hui, et puis deux, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant, comment tu es arrivé déjà à aller vers le doctorat, parce que c'est quand même un cheminement particulier, et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé de manière plus précise au sujet de la vente? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir et surtout que de parler d'une passion. Et déjà, il y a pas mal de choses que vous avez dit où je pourrais rebondir sur la vente. Alors aujourd'hui, je suis plus chercheur, même si je vais reprendre le statut de chercheur en septembre, puisque je vais monter un laboratoire qui va étudier que tout ce qui est entretien de vente ou situation commerciale. Alors pourquoi je vais les étudier? Je vais revenir à ce que vous avez dit, c'est que la vente dans le monde, c'est mal vu. Donc HEC, TBS, ISEC, peu importe les écoles de commerce, on ne trouve pas vraiment de chercheurs en vente. Même les livres aujourd'hui qui vous donnent les meilleures astuces de vente, qu'est-ce qu'elles vous donnent? Elles vous disent comment contrer les techniques de manipulation, alors que c'est eux qui vendent les mêmes formations pour les vendeurs derrière, Robert Cialdini. Et peut-être, vous avez cité l'un des plus grands chercheurs en vente qui a écrit Spin Selling. Et ben voilà, c'est peut-être un des seuls auteurs aujourd'hui, surtout à l'époque, qui a aidé les commerciaux avec une vraie méthode. Mais ça, c'est vraiment rare car c'est mal vu dans tous les cas. Romain, on rappelle que c'est toujours pas traduit en France, alors que ça va être vendu à 10 millions d'exemplaires maintenant, à peu près. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce n'est pas traduit. Alors les Français, c'est encore plus difficile. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai étudié la vente, ça a été une question économique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'argent. Donc on s'est dit, ah oui, pourquoi pas finalement. Et c'est ça qui a fait basculer. Mais on a commencé par le marketing. Le marketing, on a le droit. Parce que le marketing, c'est gentil en fait. Un packaging, c'est gentil. Un vendeur, c'est pas gentil. Donc là, on n'a pas le droit. Mais quand derrière, on a eu un premier financement de beaucoup d'argent, c'est quasiment plus d'1 million dans le marketing, on se dit, ah, maintenant ils veulent financer sur l'entretien de vente? Bah oui, pourquoi pas en fait. Et c'est comme ça qu'on a réussi à passer de la recherche scientifique dans la vente en France, par un peu du hasard finalement, pur hasard. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. J'ai des collègues qui ne comprennent pas pourquoi j'utilise des outils pour analyser des entretiens de vente. Alors, il faut savoir que ces outils sont à la base pour des entretiens judiciaires, pour la détection de mensonges, les méthodes d'interrogatoire, sauf que les financements, c'est 50 000 euros, alors que quand on finance des recherches dans la vente, on est à 200 000, 300 000, 800 000 euros. Alors, quand on veut des financements, à un moment donné, on va les chercher. Et là, ça passe parce qu'il y a des produits aussi qui sont écologiques, comme pour Total Energy, qui nous financent beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé un peu dans la recherche. En gros, cette chance de pouvoir étudier la vente dans la recherche. Top. Alors Romain, avant qu'on commence à rentrer dans des détails, je crois que comme toujours, la définition des termes a beaucoup de sens. D'ailleurs, c'est marrant puisque la semaine dernière, avec Julien, on a eu un peu ce débat sémantique. Qu'est-ce qui est du domaine de la neuroscience? Qu'est-ce qui est du domaine de la psychologie sociale? La limite avait l'air assez floue. Donc toi, en tant qu'expert sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'on doit mettre dans le terme neurosciences? Alors, c'est une très bonne question puisque il y a un flou, notamment en France, puisque quand les gens parlent de neurosciences, ils parlent en réalité de psychologie sociale et de psychologie cognitive. Et quand ils parlent de psychologie, les gens font référence à la psychanalyse. Donc il y a un problème de définition. Les gens sont fans de neurosciences, mais dès que j'en parle, ils sont plus fans. Pourquoi?
Parce que les neurosciences, c'est tout simplement l'étude de l'activité cérébrale. Donc, on parle de neurones, on parle de zones cérébrales qui peuvent s'activer, on parle de régions. Ça veut dire qu'on va expliquer que l'aire tegmentale ventrale va activer de la dopamine va produire de la dopamine pour le accumbens. Et on va parler, tu as vu les dernières études sur l'ocytocine, apparemment l'ocytocine, ça ne produit pas. Et là, les gens, ça ne les intéresse plus. Dès qu'on parle de neurotransmetteurs, dès qu'on parle de neurosciences, ça ne les intéresse plus. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les biais cognitifs, c'est la psychologie sociale. Mais la psychologie sociale, c'est quoi pour eux? C'est la sociale, c'est la sociologie, c'est aider les gens, en fait, dans la rue. Donc, vous voyez, c'est un problème de définition qu'on a entre le public et la recherche scientifique. Donc, neurosciences pour le public, c'est psychosocial et cognitive. Et psychologie, c'est la psychanalyse. Donc voilà comment on peut définir aujourd'hui la neuroscience, c'est l'étude de l'activité cérébrale. Et le neuromarketing, c'est l'étude tout simplement du marketing à travers l'activité cérébrale de notre cerveau, et on utilise des outils pour ça. Mais en fait, en réalité, les gens n'aiment pas trop ça. C'est effectivement la conclusion à laquelle on est arrivé avec Julien la semaine dernière, de se dire que nous aussi, chez Eurydice, on a été dans ce biais marketing qu'il faut tout à fait admettre, de se dire comme tout le monde évoque le sujet des neurosciences, nous aussi on parle de neurosciences parce qu'on a un peu globalisé ça dans le fait de tous les mécanismes qui sont liés aux réactions induites par le fonctionnement du cerveau. Totalement. Et effectivement, on est beaucoup plus dans de la psychosociale que dans les neurosciences. Alors, donc on est très clair, si je veux synthétiser, les neurosciences, c'est vraiment de l'étude de l'activité du cerveau en fonction des stimuli. L'activité cérébrale, ça veut dire quand on va observer une activité, un flux sanguin, on va dire électrique, voilà, c'est vraiment l'activité cérébrale, tout simplement par rapport à quelque chose. En fait, aujourd'hui, on le considère beaucoup comme une sous-discipline de la psychologie. Ça nous aide, nous, à comprendre mieux où ça se localise et ça nous donne des indications. Nous, en tant que psychologue cognitive, ça nous donne beaucoup d'indications. D'ailleurs, on apprend les neurosciences en psychologie. C'est une option, c'est une sous-discipline de la psychologie cognitive ou des sciences cognitives. D'accord, très clair. Alors, qu'est-ce qu'on en fait dans nos environnements? Puisque on le dit tout le temps, nous, pourquoi déjà, tiens, un petit coup de Start with Why, pourquoi on s'intéresse à ces sujets chez Eurydice? C'est qu'on veut vraiment sortir de ce schéma du commercial qui a trouvé le pitch parfait, la punchline parfaite, et qui pense qu'il va pouvoir la dérouler à l'infini, quel que soit son interlocuteur, quel que soit le contexte. Et nous, on est évidemment en totale opposition à ça, parce qu'on passe notre vie à expliquer aux jeunes qu'en fonction de la personnalité et de plein d'autres éléments, le pitch parfait, il peut devenir le pitch nul, qui ne fonctionne pas du tout. Totalement. Et donc, on parle énormément, nous, d'adaptation. Et effectivement, c'est quand même finalement, quand on le dit comme ça, très éloigné des neurosciences, puisqu'on n'a pas encore envisagé que nos jeunes commerciaux puissent poser des électrodes sur la tête de leurs interlocuteurs en rendez-vous pour être en capacité d'analyser les réactions du cerveau. Alors, donc, concrètement, aujourd'hui, toi, en tant qu'expert du sujet, et en plus relié à la vente, oui, Erwan, je sens que tu avais envie de dire quelque chose. Non, pas du tout. Pardon. Je tousse. Comment tu peux nous donner des clés qui peuvent aider? Le but un petit peu de cet échange, c'est comment on trouve des clés pour aider les commerciaux finalement à mieux vendre en comprenant mieux les réactions de leurs interlocuteurs. Alors, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi c'est intéressant d'utiliser des outils issus des neurosciences et de la psychologie cognitive. La première chose, c'est que vous avez parlé de sciences de gestion tout à l'heure, et la science de gestion, ils ont une théorie sur l'humain. C'est que l'humain est rationnel. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Le problème, c'est que nous, en tant que psychologues, on ne trouve pas qu'il est rationnel, on pense qu'il est irrationnel. Donc déjà, il y a une scission qui s'est créée dans ce domaine. Donc ça veut dire qu'un commercial qui est formé aux stratégies classiques, il doit aller convaincre son client qu'il a la meilleure offre par rapport à ses concurrents. Et le client, lui, va raisonner et il va faire un choix comparatif, il va regarder toutes les options. Or, ça, on ne l'observe pas. On ne l'observe pas du tout. Et on comprend également que l'humain ne dit pas ce qu'il pense. Alors, comment on fait? Ça veut dire que souvent, on a des problèmes. On a des gens qui arrivent, ils nous disent « J'adore votre offre,
Nous, on est convaincus d'avoir fait la vente, et puis finalement, ils se barrent, ils n'achètent pas, on ne comprend pas. Puis certaines personnes, on dit, lui, j'ai pas vendu, j'ai pas réussi, puis ils achètent. Et ça nous reste un peu, on est là, mais on ne comprend pas finalement. Et puis pourquoi les gens nous disent aussi, c'est trop cher par rapport à vos concurrents? Oui, mais moi, je vends une offre bien meilleure. Donc, comment je fais, moi, pour vendre mon produit qui est au-dessus? Et oui, il est plus cher car il est au-dessus, mais mes clients me disent que c'est le même prix, enfin que c'est pareil. Donc, vous voyez, on a plein de problèmes en vente, et ça fait 40 ans, 50 ans, et les techniques traditionnelles, malheureusement, n'arrivent pas à répondre à ce genre de questions, puisqu'on on les pose toujours. Par exemple, un truc qui est assez agaçant, c'est quand on me dit « je vais réfléchir ». Objection, je vais réfléchir. Très bien. Quels sont les éléments qui vont vous aider à prendre une décision? Ça, c'est ce qu'on retrouve dans des livres aujourd'hui qui sont le plus vendus et sur Internet. C'est stupide comme réaction, mais on l'a observé. C'est totalement stupide. Et ça, par exemple, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher par rapport à quoi? Encore une fois, c'est une objection, une réponse à l'objection qui est, une fois, pas, qui est un peu stupide, qui ne marche pas. On n'a pas de preuve que ça fonctionne. Pourtant, ce sont les réponses que vous retrouvez le plus souvent sur LinkedIn, sur Internet ou dans les livres. Alors, là, on a un problème. On a un problème parce que les techniques traditionnelles, elles ne sont pas top. On n'a pas de vrais résultats qu'on peut mesurer. Et les scientifiques, ils n'aiment pas la science. Enfin, ils n'aiment pas la vente. Alors, quel intérêt d'utiliser des outils issus du neuromarketing? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les rires préenregistrés dans les séries télé? Non. Non, vous les aimez pas. Pourtant, on les garde. Pourquoi? Parce que votre cerveau, lui, les adore. Et si je les retire, alors vous allez moins bien apprécier la série. Donc, vous, votre point de vue, d'un côté, il va m'induire en erreur. Parce que si je devais vous écouter, alors ça marche plus. Et je perds de l'argent. Et ça, je veux l'éviter. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, les clients n'ont pas conscience de ce qu'ils veulent réellement. Ils n'ont même pas conscience, en réalité, parfois, pourquoi ils disent non. Et les outils vont nous servir à quoi? Ils vont nous servir à capter des signaux inconscients. Ça veut dire que là, on a parlé tout à l'heure peut-être de l'imagerie cérébrale, mais moi, j'ai beaucoup utilisé le coding facial emotion. Ça veut dire que là, je pourrais activer un outil, je peux voir vos émotions en direct, et j'ai le script qui arrive, j'ai votre état émotionnel, et je pourrais totalement adapter ma vente en fonction de votre état émotionnel. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 800 entretiens en visioconférence. Attends, juste une petite question, parce que ça m'intéresse évidemment fortement ce que tu viens de dire. Surtout qu'on est de plus en plus, c'est marrant parce qu'on a évoqué le sujet avec Jean-Philippe Cunier. On est de plus en plus en situation de visio. Oui. Ça devient vraiment un gros standard. La plupart des rendez-vous, surtout les premiers rendez-vous, se font beaucoup en visio. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils qui fonctionnent, que tu valides toi en tant que scientifique et qui sont capables de décrypter en live les émotions générées par ce qu'on est en train de faire? Oui, l'outil existe, il est suisse, j'en suis un des collaborateurs. Il y en a un aux États-Unis, oui, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas légal de l'utiliser en direct sans l'autorisation de la personne. Par contre, si vous demandez l'autorisation d'enregistrer pour une question d'expérience client l'entretien, vous pouvez ensuite vous analyser votre vidéo à travers des outils assez performants et aussi mixés avec l'intelligence artificielle. Ou alors réussir à expliquer à son prospect client qu'on va mettre ça en route pour être certain d'aller dans la meilleure direction avec lui. C'est pas sûr qu'il va accepter avec la loi RGPD. Je vois bien le plan effectivement un peu compliqué à vendre. Mais en effet, l'outil existe, il est très performant puisqu'il analyse le texte, il analyse les émotions en direct et vous avez, vous, déjà, on va dire, des indications. Dans tous les cas, l'outil existait encore avant, pas aussi performant puisque l'IA arrive et donne plus de données, mais il y a déjà 4 ans, 5 ans, c'était extrêmement performant. Ça permettait de nous, alors nous on l'a fait avec les entretiens téléphoniques, et juste avec des entretiens téléphoniques, on arrivait à analyser, par exemple, si la personne allait dire oui ou non, bien avant que le vendeur lui trouve, avant l'intuition du vendeur. Ça veut dire qu'on pouvait dire, là c'est bon, il va acheter, là il ne va pas acheter. Ok, alors excuse-moi pour cette interruption, tu en étais à nous expliquer effectivement l'intérêt des outils que tu utilises. Donc, les outils nous permettent d'analyser tout simplement comment on fonctionne, ou même des expériences. Par exemple, j'ai 2 conditions. Vu qu'on fait pas mal d'entretiens au téléphone, on peut créer 2 conditions. Je peux dire, par exemple, à la fin de mon argumentaire de vente, qu'en pensez-vous? Ou avez-vous des questions? J'ai 2 groupes, je compare et je peux comparer les verbatims, donc les réponses des clients, et voir si j'ai plus d'objections dans l'un ou dans l'autre. Ça, c'est une étude que nous avons menée. Donc, tu vois, ça, c'est des questions intéressantes. Non, ne nous laisse pas en plein suspense, là. À votre avis, est-ce qu'il faut dire « qu'en pensez-vous » ou « avez-vous des questions »
Intuitivement, je dirais qu'en pensez-vous, mais je pense qu'avez-vous des questions peut plus orienter vers la conclusion. Eh bien, en fait, on a vu que quand on disait avez-vous des questions, les gens allaient automatiquement sur des questions négatives comme des objections. Or, aujourd'hui, nous, on veut de l'émotion dans la vente et on va préférer ça, le retarder pour dire qu'en pensez-vous pour avoir une action positive, pour ancrer positivement. Ensuite, derrière, on pourra bien sûr répondre aux objections qui vont arriver. Mais au moins, on a un ancrage émotionnel positif qui va faire que ça va adoucir l'objection. Enfin, le but est d'activer des émotions positives. Donc, la stat, tu as fait une étude scientifique sur le sujet et la stat, c'est donc la bonne question après un argumentaire, c'est qu'en pensez-vous? Alors voilà, on a moins d'objections virulentes. C'est ça qu'on peut conclure on a moins d'objections virulentes. Voilà, on a moins d'objections directement. Est-ce que vous avez analysé un impact sur le taux de succès? Quasiment très dur parce qu'il faut des milliers d'entretiens. Donc on ne peut pas prouver, parce qu'on vu qu'on teste plein de choses, c'est extrêmement dur. On ne peut que interpréter à ce niveau-là les résultats. Si déjà on a moins d'objections virulentes, on prend. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, je le note précieusement. Il faudrait aller chercher sur les premières attitudes parce que qu'est-ce qui nous intéresse? Comprendre l'humain. Donc on sait que l'humain il est irrationnel. Dans tous les cas, vous devez prendre en compte que l'humain est irrationnel. Alors je peux vous faire une petite expérience très simple et je veux bien avoir les réponses des personnes qui sont dans le public. D'ailleurs, c'est marrant, Romain, parce qu'en fait, là, on essaie de rationaliser des choses irrationnelles, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Totalement. Imaginons, je vous vends une veste à 125 €. Attends, tu veux qu'on ait une vingtaine là autour. Là, on va faire un petit sondage en direct live si on arrive à le faire. Est-ce que vous voulez bien, les amis, répondre dans le chat au test de Romain? Alors, je vous propose une veste à 125 €. Vous êtes en boutique et la vendeuse, elle est trop cool. Parce que la vendeuse, elle vous dit, écoutez, il y a la même veste à 100 € à 15 minutes à pied. Qui fait 15 minutes à pied pour avoir une réduction de 25 €? Donc, au lieu d'avoir la veste à 125, vous la faites à 100. Qui lève la main? La majorité, pour le moment, lève la main. Sylvain, t'es un feignant. Mais oui, et c'est surtout que je crois que j'ai une grosse image de la valeur de mon temps. Alors, pourquoi pas? La majorité disent oui, je fais 15 minutes pour économiser 25 €. Parce que c'est quand même pas mal, 25 € sur une veste à 125. Maintenant, on demande aux participants un écran. Vous voulez acheter un écran de télé. Il coûte 1 500 € de l'heure en taux horaire. C'est pas mal. Il coûte 1 500 €. Sauf que la vendeuse, elle est encore trop cool. Elle vous dit qu'il est à 1 475 € à 15 minutes de marche, comme tout à l'heure. Est-ce que vous y allez pour avoir les 25 € de réduction? Toujours Là, pas. les gens qui ont dit oui, généralement, ils disent non, je n'y vais pas. Bien sûr. Pourtant, économiquement parlant, c'est 25 € de réduction sur le compte courant. Ce n'est pas... Vous voyez? Donc, en fonction de la situation, on ne prend pas les mêmes décisions d'achat. Et c'est là qu'on va comprendre, à travers des centaines d'expériences, que nos choix économiques sont irrationnels. Ils ne sont pas rationnels. En fait, quand le client choisit une offre, la plupart du temps, c'est émotionnel et on ne fait pas un vrai choix derrière en ROI, etc. Il va être toujours un peu biaisé. Et ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est que nous sommes un peu des Homer Simpson de la décision. C'est ce que Richard Thaler va parler lors de son prix Nobel en 2017. Dans son bouquin, il va nous comparer à Homer Simpson. Ça, c'est la psychologie sociale et cognitive. C'est Daniel Kahneman. Ensuite, les neurosciences vont arriver. Et les neurosciences vont aller plus loin. Ils vont dire, OK, très bien, mais comment on évalue un produit? Et là, on va être choqué, mais totalement choqué. Parce qu'on va présenter plusieurs produits à des consommateurs et on va leur demander tout simplement de l'évaluer. Exemple, je vous propose 2 verres de vin. Un à 5 $ et l'autre à 45 $. Mais c'est exactement le même verre de vin. À votre avis, est-ce qu'on préfère le vin à 5 $ ou à 45 $ ou on va voir la supercherie? Non, c'est vrai, j'ai déjà vu cette étude, elle est incroyable. Les gens vraiment préfèrent de manière incroyable celui à qui on annonce les 45 $. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer dans le cerveau. Est-ce que notre cerveau se fait avoir? Celui-là qui aime bien les rires pour enregistrer, peut-être que lui, il voit que c'est la même chose. Eh ben non. Lui, il trouve plus de plaisir. Concrètement, on vit plus de plaisir quand c'est à 45 $. C'est le cortex orbitofrontal, c'est lui qui va évaluer finalement le goût, enfin l'expérience. Et il va dire, non, ça c'est excellent, c'est très très bon. C'est ça. Dis-moi si je me trompe, mais j'avais cru voir dans cette étude que l'explication c'était de dire, en fait, dans l'étude que j'avais vue, ils montraient les étiquettes. Oui. Et donc, tu avais des étiquettes hyper connues, hyper cotées. Et en fait, ils expliquaient que
la personne allume déjà toutes les zones du plaisir, juste à l'idée Exactement. de boire un château cheval blanc, et qu'en fait, après, derrière, tu peux mettre quasiment ce que tu veux comme vin. Bon, j'exagère un peu, mais le plaisir sera celui d'avoir bu du château cheval blanc. Eh bien, ça active réellement du plaisir. C'est-à-dire que tu as vraiment Oui, c'est ça. du plaisir. C'est ça qui est incroyable. Mais Et ça veut dire que notre plaisir, pour le coup, il n'est pas conditionné que par le goût, entre guillemets, du vin, mais par tout l'entour qui va avec et qui peut faire partie de l'emballage, entre guillemets. Et on va aller plus loin, en fait. Et ça, c'est vrai, regarde, pour le coup, je sais pas, dors dans un lit où le décor n'est pas le même, tu auras le. Bon, bah alors génial, vous me lancez sur une étude que j'adore. Ah. Ils ont testé deux matelas, un matelas à 300 € et un à 900 €. Donc là, vous êtes là, pendant 3 mois, vous avez un matelas à 300 €. Ensuite, 3 mois, un matelas à 900 €. Et un autre groupe, eux, c'est à l'inverse. Et bien, il se trouve que le matelas à 900 €, il y a des gens qui avaient des maux de dos depuis longtemps. Et bien, ils n'ont plus de maux de dos. C'est-à-dire que tu as des gens qui dormaient mieux la nuit. Ils ont fait des témoignages incroyables sur le fait de bien dormir. Par contre, le matelas à 300 €, c'était une catastrophe. Certains ont voulu arrêter l'expérience, ceux que l'ont eu en deuxième temps. Ils se sont dit, on avait chaud, on avait froid, il était trop dur, j'ai mal au dos. Le problème, c'était que c'était exactement le même matelas, mais pas la même expérience. Et on va comprendre d'autres expériences, par exemple le placebo. Mais le mot placebo va nous induire en erreur, donc on va éviter ce terme, je le retire. Je vous propose un médicament à 1 € et l'autre à 10 €. Mais le médicament à 10 €, il va avoir plus de chances, même 10 fois plus beaucoup plus de chances, on va dire, de enlever le mal de tête. Alors pourquoi tu retiens la notion d'effet placebo? Est-ce que c'est parce que c'est un lieu commun et ainsi de suite? Parce que là, ça ressemble en tout cas à ce qu'on met derrière cet effet-là. Le problème de l'effet placebo, c'est que c'est une case où on met tout. Et nous, en tant que marketeurs et vendeurs, il va nous induire en erreur parce que ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, les émotions changent notre perception de notre réalité. Si je vous mets de l'ocytocine par voie nasale, vous n'allez pas avoir les mêmes couleurs, vous n'allez pas apprécier le produit de la même façon. Si je vous injecte de la dopamine, un équivalent comme la L-Dopa, vous n'aurez pas la même expérience. Si vous injectez de la noradrénaline ou du cortisol, vous n'aurez pas la même expérience. Donc, si je vous mets en état négatif, vous n'aurez pas la même perception que quand vous êtes en état positif. Ça veut dire que l'état émotionnel va influencer la perception de votre offre, mais aussi de votre conjoint, aussi de votre quotidien. Vous ne prenez pas les mêmes décisions en fonction de votre état émotionnel. Et ça va influencer la perception de notre réalité. En fait, les neurosciences concluent aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est la réalité. On ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est cher, on ne sait pas. Notre conjoint est totalement influencé par le contexte et ça va être rentré en mémoire. C'est bien pour nous, en gros, pour la reproduction. Donc, tout est émotionnel. Le problème, oui. Excuse-moi, Romain, c'est captivant et j'aimerais bien qu'on arrive à faire le lien aussi avec des actions concrètes commerciales. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que si on arrive à générer une émotion, la perception sera différente. Totalement. Si émotion négative, perception négative. D'ailleurs, je pense que là, on peut faire le lien avec un sujet important dans la vente B2B un peu complexe, c'est la propale. Totalement. C'est-à-dire que on le sait dans notre métier et on l'a tous vécu pour tous ceux qui ont déjà reçu des propales. La qualité graphique d'une propale, le niveau d'orthographe de la propale nous fait complètement appréhender différemment une solution. Totalement. Donc, même l'email. Oui, et les mails également. Et je pense que d'ailleurs, c'est un sujet qui est très souvent maltraité en entreprise, où on considère qu'à partir du moment où on a la complétude de l'information, qu'on a tout dit, tout donné, tout expliqué, bon, qu'on mette des jolies images ou pas, c'est quand même pas le sujet. Non. Et en plus, les gens ont souvent, l'objection qu'on a très souvent, et j'aimerais que tu nous en parles, et tu l'as dit tout à l'heure, on est émotionnel avant d'être rationnel. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Parce que l'objection que j'ai souvent à ça, c'est que les gens comprennent très bien quand il s'agit d'un objet pour eux, quand il s'agit d'une montre, quand il s'agit de fringues, quand il s'agit de nourriture, quand il s'agit de choses comme ça. Les gens disent « oui, c'est vrai, je peux être complètement perturbé par d'autres choses et je vois bien que c'est totalement irrationnel. J'ai déjà 25 costumes et j'en rachète un 26e dont je n'ai absolument pas besoin. » Bon, par contre, quand un acheteur professionnel achète SAP,
Quand un acheteur professionnel achète une machine de production de printing à 1,5 million, est-ce qu'il est Xicon de préférence? Est-ce qu'on est toujours dans ce domaine-là? Et est-ce qu'on peut dire que quoi qu'il arrive, il y aura d'abord de l'émotionnel qui sera rationalisé par la suite? Ça tombe bien puisque j'ai un client qui vend des grosses machines en Maroc, Tunisie, Algérie, Dubaï et tout ce qui est au Maghreb sur des machines sur mesure pour fabriquer, donc d'usine. Pas Dubaï, aux Émirats. Et donc, du coup, il vend 1 million, c'est des produits qui sont italiens, et il est en compétition avec les Chinois, avec les Américains, et c'est 3 grands acteurs, italiens, chinois, américains. Et justement, je lui fais toute sa structure de vente, et il inclut les émotions aujourd'hui avec un script parfait, et il peut témoigner de la différence radicale que ça a fait sur ses ventes. Parce qu'en effet, en B2B, en fait, on pense que, encore une fois, c'est rationnel, c'est totalement émotionnel. Et c'est encore plus facile en B2B, puisque plus le prix est cher, plus les méthodes seront efficaces, parce que plus vous verrez, tout simplement, disons que plus la technique elle est forte, plus le prix sera différent. On va dire plus c'est cher, plus vous verrez une différence en termes de chiffre d'affaires et d'efficacité. Plus c'est cher, plus c'est dur. Donc plus est-ce qu'il y a des registres de l'émotionnel totalement spécifiques en B2B, par exemple? Non. Alors, c'est plus facile en B2B d'appliquer aujourd'hui nos recherches, parce que c'est principalement du B2B qui finance, parce que c'est là où il y a l'argent, où c'est cher, tout simplement. À part les avions, Airbus, tout ça, puisque là, c'est de la négociation, c'est politique, c'est autre chose. Mais à part ça, c'est purement ce domaine-là, qui va être émotionnel, et là où il y a du budget. Et donc, oui, non, ce sera la même chose, en fait, que la vente en B2C. En fait, il faut juste différencier le petit prix au grand prix. Dès que vous dépassez 2 000, 3 000, 4 000 euros, vous êtes une vente déjà qui demande d'être bien formé. Vendre des fenêtres, qui a un panier moyen de 5 000 euros, c'est pas rien, 5 000 euros pour quelqu'un. Donc, ça, c'est une vente complexe. Enfin, complexe, pas sur la longue durée, mais c'est déjà de la vente avec un certain prix. Que si vous vendez en prêt-à-porter dans une boutique, le produit coûte 80, 100 euros, vous n'avez pas appliqué les outils de neuromarketing. Ce sera d'autres techniques. Donc, on va plutôt se différencier, pas le B2B ou le B2C, mais plutôt le prix. Parce que plus c'est cher, plus ça nous demande, plus on anticipe un regret, plus on prend des risques. On t'entend pas, Sylvain? Oui, ton micro est fermé. Non, c'est bon. Est-ce que tu peux partager avec nous l'exemple que tu as cité? Qu'est-ce que concrètement vous avez fait pour passer d'une vente hyper technique, hyper rationnelle de ta grosse machine à une vente plus émotionnelle? Ça a été quoi les étapes qui ont permis d'arriver à ça? Il faut comprendre encore un tout petit peu de théorie il faut comprendre 2 choses avant pour comprendre derrière l'application. On va dire 2 petites révolutions. On va dire, je fais encore 2 petits passages théoriques et après l'application. Une étude en neurosciences, on a dit, OK, très bien, comment maintenant on prend des décisions d'achat quand on choisit un produit. Donc, on a mis les personnes dans l'imagerie cérébrale qui permet de voir l'activité cérébrale. C'est l'outil le plus précis. Donc, on a présenté des produits et on a vu les zones qui étaient activées à chaque étape de la vente. Donc, première étape, on présente le produit. Deuxième étape, on présente le prix. Troisième étape, on achète, on n'achète pas. Donc, ils devaient acheter sous imagerie cérébrale. Les résultats sont choquants, très choquants, et on va comprendre beaucoup de choses. La première étape, on a vu que quand le client désirait le produit, quand il voulait le produit, ça activait le noyau accumbens qui active le plaisir. C'est le même noyau que quand vous faites comme pour le sexe ou quand vous mangez. Voilà, c'est la dopamine. Ça ne choque personne. Nous sommes OK avec ça. Le deuxième truc qu'on n'est pas OK, c'est quand on présente le prix. Parce que là, on observe quelque chose qui n'est pas normal. On observe que le cortex insulaire s'active. Et pourquoi c'est pas normal? Parce que c'est une zone qui est liée à la douleur physique. C'est-à-dire que quand vous tombez par terre, c'est le cortex insulaire qui s'active. Ça veut dire que quand on présente le prix, ça active cette douleur. Et là, quel que soit le prix, Romain? Alors non, quand c'est vraiment pas cher, non, il faut quand même que tu aies une décision. Quand c'est donc ça s'active quand tu dois choisir entre le plaisir et finalement ton prix. Ok. Si c'est vraiment pas cher, je te propose un truc. Le prix au sens sacrifice, du coup. Voilà, sacrifice au sens où c'est. Voilà, je dois choisir, quoi. Donc, par exemple, si tu vas à McDo, tu es déjà parti chercher McDo, tu as le prix, tu n'auras aucune douleur à payer à ce moment-là. Peut-être en liquide. On a vu que quand tu payes en liquide, tu avais plus de douleur qu'en carte bleue. Donc là, on a cette émotion négative. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que quand tu présentes ton prix,
Ça veut dire que la personne, c'est ça qui active probablement des émotions négatives et des objections. Parce qu'on a dit que ton état émotionnel va influencer la vente. Donc, tu es en positif, tu as activé plein d'émotions. Le gars dit, ouais, je veux ton offre. Hop, tu comptes le prix. Et là, hop, état émotionnel négatif. Et là, il change. Et là, il va chercher des nouvelles objections. Même lui, il ne va pas comprendre. Je vais réfléchir. Il ne sait même pas ce qui se passe en réalité. Pour une partie, pas tous. Et là, on comprend pourquoi on avait ces objections. C'est que dans tous les cas, dans le parcours, il y a un passage négatif. Or, imagine maintenant, pour les gens qui sont techniques, en B2B, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils présentent leur offre, il n'y a pas d'émotion, parce qu'ils sont techniciens, parce que c'est souvent des ingénieurs. Et ensuite, ils présentent le prix. Donc, ta vente, c'est quoi? C'est du neutre et des émotions négatives. Donc, forcément, elle est difficile, ta vente. Elle est super difficile. Et donc, nous, on va repenser, parce que ce qu'ils ont montré, ces chercheurs, c'est que quand tu actives des émotions positives dans Joachim Benz, étaient supérieures aux émotions négatives, tu avais une probabilité de vente. Mais quand les émotions négatives étaient supérieures au plaisir que tu avais ressenti avant, alors tu ne vends pas. C'est-à-dire qu'il y a une décision, c'est non. Et là, excuse-moi Romain, c'est une étude qui a été menée uniquement sur du B2C, bien de conso, ou également un peu sur du B2B? Uniquement B2C parce qu'on ne pouvait pas faire acheter des gens des produits trop chers. Ok. Mais ça sera la même chose. Maintenant, nous, on va l'observer en B2B, puisque c'est là où nous, on a mis des caméras, même d'autres chercheurs. Et tu vas le voir en B2B, les objections vont arriver, tu vas voir les réactances qu'on appelle, ce blocage qu'on aura dans la vente en B2B. Vu que les prix sont plus élevés, donc c'est encore plus de douleur. Donc on l'aura. Donc ça, c'est important, c'est qu'on doit suivre aujourd'hui une structure émotionnelle que Spin Selling avait commencé déjà, bien évidemment. Donc, ce sont eux qui vont faire la suite. Hein. C'est les étudiants qui ont trouvé la plupart des techniques qui vont suivre, une partie. Ensuite, la deuxième chose, c'est comprendre le cerveau. Comment on prend des décisions. Et là, c'est là qu'on doit comprendre comment finalement on réfléchit. Et là, il faut comprendre l'inconscient. Le conscient et l'inconscient. Et si vous comprenez ça, vous avez toutes les astuces. Alors, pour comprendre le cerveau, c'est très simple. Si je vous dis 2 plus 2, vous me dites quoi? On va tenter 4. 4. 4, c'était automatique. Et inconscient, vous n'avez pas cherché, c'était automatique. C'est-à-dire que là, vous avez une réponse qui arrivait automatiquement à votre esprit. On est d'accord là, ici, que c'était inconscient. Vous n'avez pas contrôlé. C'est incontrôlé. C'est l'inconscient. Du coup, en neurosciences, c'est ce qu'on définit comme inconscient. Alors, on est clair sur ça. Du coup, si je vous dis 17 fois 24. Ah! On vient de commencer à faire des calculs complexes. Voilà, là, il n'y a pas une réponse automatique qui arrive à votre esprit. On est d'accord? Donc, il y a bien... Ou alors, il y a un souci. Ou il y a un souci. Donc, il y a une différence concrète, là, il y a une différence entre une réponse automatique qui arrive, une image mentale, et là où ça n'arrive pas. Et bien ça s'appelle la conscience en neurosciences. Et on va appeler ça le système 1, l'inconscient. 2 plus 2 égale 4, c'est l'inconscient, système 1. Et le 17 fois 24, où il n'y a rien qui arrive, la conscience, le système 2. Si je vous dis Trump, immigration, donnez-moi un mot qui arrive à votre esprit. Racisme. Sanction. Sanction. Coercition. La majorité des personnes disent mur. Moi, j'allais dire américain. Automatique. Alors, en vrai, c'est le premier mot qui m'est venu. Voilà. Donc là, tu es d'accord, Sylvain, que mur est arrivé comme 2 plus 2. C'était inconscient. Mais Trump parlait bien à l'inconscient de la population. Alors que si je vous dis Clinton, immigration, il n'y a rien qui arrive à votre esprit. Pourtant, il avait 9 lois très précises pour contrer le programme d'immigration de Trump. Elle parlait au système 2. Donc, on va retirer ça 2 choses. 1, parlez toujours dans la vente au système 1 et pas au système 2. Le système 2, ça active de la méfiance et ça va retarder la vente. Donc, quand ton entretien dure trop longtemps, tu fatigues, c'est du système 2, plus de décision d'achat. C'est ce qu'on appelle le temps de vente. Donc, le temps de vente joue sur la décision. Romain, est-ce que tu m'autorises un parallèle et voir si on peut le remettre dans les mêmes cases? Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, c'est l'équivalent de ce que d'autres écoles, entre guillemets, appellent le cerveau limbique? Malheureusement, non. Ça y ressemble furieusement quand même. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu me dis non? Le cerveau limbique, là, dans la démonstration que tu fais, c'est un peu l'esprit de Start With Why de Simon Sinek, où on se dit, il faut que je parle d'abord au limbique parce que le limbique va être générateur d'émotions qui vont permettre la vente. Et là, quand tu me parles de système 1, j'ai vraiment l'impression
qu'on dit la même chose avec des mots différents. Ah, c'est très marrant, très bien. Alors, c'est cool que tu poses cette question. Donc, tu fais référence au modèle trionique cerveau-reptilien, qui en effet qui n'est pas considéré comme scientifique. Aucun chercheur au monde diplômé en neurosciences ou en doctorat peut valider ce modèle, puisque c'est un modèle qui existe sur Internet, mais pas à l'université. On ne l'apprend pas à nos étudiants, je ne l'ai jamais enseigné, je ne l'ai jamais vu. Et surtout qu'il est totalement faux, et même l'auteur lui-même ne va même pas défendre son propre modèle, parce que c'était à l'époque, on n'avait pas, il y avait plein de théories sur le cerveau, on ne connaissait pas comment ça marchait. Alors pourquoi c'est pas système limbique? Et c'est probablement c'est important que tu le dises. Parce que quand je te dis 2 plus 2 égale 4, est-ce que ça active des émotions chez toi? Aucune. Mais voilà. Alors c'est la première erreur, c'est que la principale, les commerciaux parlent en système 2. Donc au néocortex, dans le référentiel que tu viens de citer, et d'ailleurs c'est ce qu'on apprend à nos jeunes, hein, pour être très clair avec toi, on n'a pas encore switché système 1, système 2. Nous aujourd'hui on leur dit, quand vous parlez au néocortex de votre interlocuteur, du type nous sommes 200, nous avons 15 agences, ma machine va à telle vitesse, mon truc pèse tant, vous êtes dans vraiment des caractéristiques, et ça ne s'adresse qu'au cerveau néocortex, qui au final ne va pas avoir d'émotion, d'envie ou pas d'envie d'acheter. Donc, on perd du temps et à la fin, on se retrouve à regarder des tableaux Excel où le client regarde le prix puisqu'il n'a pas vécu d'émotion particulière. Alors, en fait, c'est là où c'est le néocortex, donc c'est une sorte de partie de rationnel que nous on considère qu'il n'existe pas vraiment. La partie rationnelle, c'est surtout le cortex préfrontal médian, où derrière il y aura un sorte un chef d'enquête qui va dire oui, non, qui va regarder le calcul émotionnel. Toutes les décisions sont émotionnelles. Donc le dire qu'on parle au rationnel n'a pas de sens en réalité. On n'aime pas ce terme-là parce que il n'y a pas de partie vraiment rationnelle. Ce qui est rationnel, c'est le 17 x 24. Ça, oui, tu as une conscience et une rationalité, tu vas chercher. Or, tu vas jamais parler à ce niveau-là pour faire de la vente, ça ne marchera pas, et parce que c'est pas ça, c'est pas ça que tu vas activer. Or, tu dis Par contre, pour revenir, excuse-moi, Romain, pour revenir pour la question initiale de Sylvain, oui. Pourquoi tu considérais que la question du cerveau limbique, c'était pas la bonne formulation? Parce que ça fait référence au système trionique, qui est un système qui vient des pseudosciences, qui n'est pas prouvé du tout. C'est le terme limbique en tant que le terme limbique, même, il est dangereux parce qu'en fait, c'est pas ce que vous devez dire. Ce que vous devez ok. enseigner aujourd'hui, c'est la seule chose que vous devez enseigner, c'est parler au système 1. On s'en fout de la rationalité de ce côté-là. En fait, il faut prendre une règle. Notre cerveau, il a des ressources, il a une fatigue mentale. Cette fatigue mentale, vous devez l'avoir au minimum pour prendre une décision d'achat. Parce qu'une décision d'achat, ça vous prend de l'énergie. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'un modèle précis. Et système 1, système 2 est précis. Au début, vous devez parler à 2 plus 2 égale 4. Et ça, c'est la première priorité. Donc, ce n'est pas du néocortex. Parce que là, quand tu parles de néocortex, tu parles du système 2 finalement. Mais du coup, système 1, tu parles à qui? Au limbique? Je vais retourner la question différemment. Où est l'émotion? Système 1 ou système 2? Alors, justement, l'émotion, on va la gérer autrement. Pour activer des émotions, tu as besoin de parler au système 1. Automatiquement. Tu as besoin de parler au système 1 si tu n'as pas d'émotion. Je vais faire une démonstration rapide. Je vais te montrer. Je pense que c'est une question qui est importante. On prendra après, on a quelques questions, enfin en tout cas remarques, notamment de Sandrine Moreau, sur justement parfois des typologies de fonctions qui relèveraient plutôt ou pas du système 1, système 2, qui est sûrement peut-être comment dire ça, un raccourci peut-être justement un peu court. Alors, est-ce que vous voyez là mes slides? Oui, parfaitement. Nickel. On va prendre tout simplement ici. Je veux aider des enfants en Afrique qui meurent de faim. Je présente 2 versions A4 et au milieu, tu as 3 lignes qui sont au milieu. Tu as la version 1, 3 millions d'enfants au Malawi, 3 millions de Zambiens, 11 millions de personnes en Éthiopie. La deuxième, elle s'appelle Rokia, elle est malienne et âgée de 7 ans. Donc tu as bien 2 versions différentes. À ton avis, quelle est celle qui va le mieux fonctionner? Version B. La version B. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu peux personnaliser la chose, tu imagines une petite fille de 7 ans. Exactement. Alors que quand on voit des chiffres, on n'imagine rien. Alors les chiffres, le problème ici, c'est que notre cerveau n'est pas câblé pour se représenter émotionnellement autant de personnes. Il n'y arrive pas, il n'a pas la capacité cognitive, tout simplement. Il n'a pas les ressources. Notre cerveau n'a pas cette capacité. Donc là, ça ne fonctionne pas. Peu importe à quel système que tu parles, puisque ça ne va pas activer les émotions. Dans la version B, l'avantage que tu as, c'est que tu parles, c'est facile à comprendre, donc c'est facile à te représenter.
Donc, tu parles au système 1. Et de ce système 1-là, tu vas pouvoir accéder aux émotions, donc te représenter Rokia, qui va activer du coup l'action. Donc on est d'accord dans ce que tu nous dis que système 1 ou système 2, c'est pas de toute façon le siège de l'émotion, c'est un autre sujet, quoi. C'est un autre sujet, mais c'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce que le système 2 va s'activer pour retirer des émotions. Donc si je te surcharge d'émotions, tu ne peux pas passer en système 2. Ça veut dire que quand tu as beaucoup d'émotions dans ton cerveau est programmé pour enlever les émotions, et à partir de là, ça va activer le système 2. Donc si je te blinde d'émotions, le système 2 ne s'active pas. Enfin, va être beaucoup plus difficile à s'activer. Tu veux dire le système 2, donc la prise de décision. Exactement. Trop d'émotions. Donc, on a dit en préambule que la vente était forcément émotionnelle, mais là, on est en train de dire que si on reste sur l'émotionnel, on ne permet pas à l'autre de décider. Alors, non, ton cerveau, dans tous les cas, dans l'émotionnel, les émotions, c'est un état. Et cet état va être enlevé par ton cerveau. Si je n'enlève pas tes émotions, tu vas vite, tu vas avoir des problèmes en fait. On va t'enfermer parce que tu seras toujours en côté d'émotionnel. Tu as besoin de te poser. Donc, si je te fais penser à ta propre mort, ton cerveau va activer un système qui va retirer tes émotions. Ça, c'est important. Ça veut dire que si le système 2 enlève tes émotions, il ne reste plus que le système 1. À partir de là, vu que tu prends des décisions à partir du système 1 et pas à partir du système 2, tu accèdes à la décision. Top, très clair. Alors, ouais. une petite... Un peu technique, je suis désolé. Non, mais en plus, c'est vraiment intéressant. Mais il y a un livre extrêmement bien documenté qui s'appelle Système 1, Système 2. Et tous ceux que le sujet intéresse là pour comprendre pourquoi c'est différent du triptyque reptilien, limbique, néocortex, je vous invite à lire le livre. Romain, est-ce qu'on peut, puisque je vois que le temps passe... Attends, juste pour revenir quand même sur la remarque de Sandrine et pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, est-ce que ces registres-là varient éventuellement sur des types de fonctions, sachant qu'on a tendance à considérer que, par exemple, un DSI, ce que disait Sandrine, ou un DAF serait peut-être sur des registres, alors, je ne sais pas si c'est le système... Non, c'est ce qu'on croit. Moi, mes DSI, c'est des clients à moi, parce que j'ai une boîte de cybersécurité. Encore une fois, cette croyance de l'ingénieur, du mec qui calcule... Donc l'histoire des couleurs ne serait pas tout à fait validée dans cette... On est en 1920 sur l'histoire des couleurs, on est en 2020, donc il y a 100 ans d'écart. Non, c'est en 12 ans, on a plus appris sur la psychologie humaine que de toute l'histoire de l'humanité. Donc non, l'histoire des couleurs, même si j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il est simple, mais il n'est pas scientifiquement prouvé, j'ai affaire à des DSI, j'ai affaire à des DAF, ils sont purement émotionnels. Émotionnel ne veut pas dire qu'ils sont tarés, mais ils vont prendre des décisions totalement émotionnelles. Et pourtant, c'est mes clients. Mais d'ailleurs, les couleurs ne parlent pas tellement de ça. La couleur va parler d'une préférence de communication, dans le sens où exactement. Si on a un jaune, il va préférer une histoire, et un bleu, il va préférer des éléments extrêmement factuels. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on le sait tous, des DSI jaune citron, jaune poussin, on n'en a pas croisé des masses quand même. C'est-à-dire que le mec qui est que jaune et avec très peu de bleu a du mal à grandir et à performer dans le métier de DSI ou de DAF. Donc, on le sait quasiment de prime abord que le DSI va être bleu plus quelque chose. Et puis, il y en a qui nous floutent parce qu'ils sont bleus plus jaunes. Le problème il faut être ultra précis parce que le bleu et jaune, déjà, pour nous, c'est pas précis. C'est pour ça qu'on va préférer le Big Five. C'est-à-dire que le Big Five, on va avoir des typologies de clients et on va s'adapter plutôt au Big Five qui est beaucoup plus scientifique, plus précis pour s'adapter aux clients. Donc, en fait, là, tu parles de bleu, tu parles de gens qui sont consciencieux, qui aiment bien des détails. Donc, c'est ce qu'on appelle très consciencieux en psychologie. Et là, on va s'adapter, oui. Okay. Mais on ne va pas prendre le bleu en exemple. Puisqu'il ne nous reste plus que 10 minutes, est-ce que tu pourrais nous donner quelques tips notamment sur les... Alors, je sais qu'on va te sortir finalement de ton sujet de recherche premier que sont les neurosciences et le neuromarketing. On va rebasculer, je pense, terriblement dans la psychologie sociale. Mais quels tips tu peux nous donner, notamment avec les biais ou autres? Alors, qu'est-ce que peut utiliser un commercial? Je vais te donner un ensemble de techniques issues du terrain, justement de l'analyse de terrain pour bien analyser pour les commerciaux. Première chose, on a vu une technique qui marchait plus que d'autres, que tu dois connaître, c'est ce qu'on appelle le recadrage cognitif. C'est une technique qui a été observée en observant les premiers, les top 1 par rapport au top 2. Ça veut dire quoi? On a deux types de commerciaux. On a les gens qui font l'analyse des besoins, les deux, on va dire que les deux font spin selling,
Mais un va présenter son offre que l'autre ne va pas présenter son offre. Il ne va pas présenter son offre, il va plutôt apporter une nouvelle vision à son client, donc quelque chose de nouveau. Il va apporter une nouvelle vision sur son problème, une nouvelle vision sur sa solution. Et la personne va se dire « Ah ouais, ok ». Et c'est ce qu'on appelle le recadrage cognitif, qui est une technique qu'on utilise dans la thérapie cognitivo-comportementale. Je me permets de faire le lien, Romain, pour Vas-y. tous ceux qui ont lu cet ouvrage exceptionnel. C'est le Reframe de Challenger Cell. Totalement. Alors, ils ont été plusieurs au même moment à trouver ces techniques-là. Et en fait, elle a été totalement on va dire corrélée aux études scientifiques. Et on a vu que quand on combinait le spin selling plus ça, juste après, on avait un ascenseur émotionnel ou un saut émotionnel qui prédisait, enfin, on va dire c'est une des seules techniques qui prédit clairement la vente. Elle est très efficace, notamment quand la personne comprend quelque chose de nouveau. Moi, j'ai beaucoup utilisé pour tous mes commerciaux et quand on vendait, on utilisait massivement ces techniques et c'est vrai que c'était très efficace. Donc, on va aller chercher des besoins que lui n'a pas vus. Alors juste pour illustrer ton propos, il y a une étude qui a été faite par Rain Group, qui est Ouais. des gens très sérieux, qui mènent des recherches sérieuses sur nos sujets de la vente. Ils ont analysé 700 deals et ils ont été demandés aux acheteurs que des deals à plus entre 2 et 3 millions de dollars, en l'occurrence. Et ils ont été leur demander quels ont été les critères de décision entre le premier et le deuxième. Donc, on élimine tous ceux qu'on a perdus en route dans la compétition. Quand il en reste plus que 2, qu'est-ce qui fait que tu as été prendre le premier? Le critère le plus cité, je trouve être juste hallucinant et complètement ce qu'on vient de dire, c'est il m'a montré une nouvelle vision de mes problèmes et des solutions. Mais ça vient de la bouche des acheteurs. Exactement. Alors nous, on l'a observé concrètement dans plusieurs domaines, dans le bâtiment, en B2B, pour des logiciels d'architectes. Je vais donner un exemple pour la vente de véranda, par exemple. La personne arrive, elle dit, le client dit « Ouais, moi, je veux du gris, du noir ». Il dit « Ah non, 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 regardez, gris, noir, ça fait vieux ». Ah ouais, mais les autres n'ont pas dit ça. Moi, par exemple, je vendais des sites web. Et les gens, on était tout le temps en compétition, tout le temps. À partir de là, moi, on disait pourquoi souhaitez-vous un site web maintenant? Donc, tu vois, la question de l'urgence et de la cause pour comprendre la douleur. Et les concurrents, eux, ils disaient toujours est-ce que vous avez une idée de votre site internet? Ils proposaient le design. Et nous, on allait plus loin. On disait en fait, là, c'est pas un problème de design, c'est un problème de texte. On leur demandait même leur point de vue. Selon vous, qu'est-ce qui fait que votre site web marche pas actuellement? Et en faisant ça, nous, on allait tout le temps apporter des choses qu'ils n'avaient pas pris en compte. Et les ventes, on les faisait tout le temps alors qu'on était plus cher, quasiment. On faisait un taux de conversion très, très élevé dès qu'on avait la personne en entretien. Et quand on avait quelqu'un en compétition, on avait un lot très, très élevé juste en apportant plein de connaissances. On ne vendait pas le site web, on lui apportait plein de connaissances sur comment il doit présenter son offre, comment il doit structurer son site web. Alors que les autres, ils faisaient juste un site web, en fait. Ok, donc technique numéro 1, le Recadrage recadrage, reframe, on l'appelle comme on veut, mais c'est le même sujet. C'est de loin l'un des plus efficaces. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme autre technique ou comme autre tips qui peut améliorer la performance en vente? Alors, une technique très, très efficace, testée et bien validée, c'est quand les gens ont un prix fixe. Par exemple, ils veulent 2 000 € pour des fenêtres alors que ça coûte 5 000 €. Ou quand ils veulent le moins cher. Là, les commerciaux, ils bloquent parce qu'ils disent « Ouais, mais nous, non, on est meilleur parce qu'on fait ça, 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 ça. Notre logiciel, il fait ça. Il va plus vite. » Ils sont en train d'argumenter. Et on a vu que ce n'était pas la bonne façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est d'utiliser la communication engageante. Exemple, moi, les commerciaux, quand je l'ai pris, ils disaient pour des fenêtres, voilà, le design des fenêtres, c'est quelque chose qui va influencer la valeur de votre maison. Et c'est pour ça, c'est un aspect qui est important et que vous devez prendre en compte. Donc là, la personne a fait quoi? Elle argumente. Dans l'autre version qu'on a modifiée, on a dit les fenêtres, ça change la valeur d'une maison. Est-ce que pour vous, le design, c'est quelque chose d'important? Donc là, on pose la question. Et la personne, elle nous disait quoi? Elle nous disait ah bah oui, le design, c'est important pour moi. Et c'est elle-même qui était en train de se convaincre que le design était important pour elle. Elle rentre dans ce qu'on appelle la communication engageante, dans ce besoin de cohérence. Donc, ce que tu appelles communication engageante, c'est le fait de poser des questions où le client va répondre concrètement ce qu'on aimerait qu'il réponde, quoi. Exactement. C'est lui qui valide. Ça va augmenter dans les gens qui veulent du prix. Tu augmentes de 30 à 40% déjà tes chances de vendre, rien qu'avec ces techniques. Dans les sites internet, nous, on disait, parce qu'on faisait la pub Facebook. Parce que tu lui rappelleras son engagement, entre guillemets. Ah non, même pas. Là, je continue la vente. Je dis, bon, voilà, le design, aujourd'hui, en effet, c'est important. Je reconfirme ce qu'il vient de me dire. Et j'explique, forcément, le design, ça coûte plus cher. Donc, je lui explique, en fait, qu'il y a plus de travail. Et lui, il rentre dedans, sans problème. Par exemple, je le faisais pour les sites web.
vu que je faisais des pubs Facebook, forcément, j'avais que des gens qui voulaient des petits prix. Et nous, on disait, mais vous voulez juste un site vitrine ou vous voulez un site que quand on arrive dessus, la personne se dit, waouh, j'ai envie d'acheter cette offre. Est-ce que vous voulez juste donner des informations sur votre site web et voilà, mais il n'y a pas pour but de transformer les visiteurs en clients. Vous voulez un site qui est une machine de guerre, quand on arrive, c'est structuré comme un vendeur. Ah ben non, moi je veux le deuxième. Ah ok, parce que c'est pas le même travail. C'est important que vous posez la question. Parce que dans l'autre, on est obligé de s'immerger dans votre activité. On est obligé de comprendre votre produit pour le transmettre émotionnellement. Voilà, toi qui voulais ton petit site, c'est plus pareil. Alors que si moi j'arrivais et je commençais à argumenter qu'il faut des sites version neuromarketing, tu vois, la vente elle est beaucoup plus dure. Donc en utilisant la communication engageante, on avait beaucoup plus d'effets et beaucoup plus de conversion ici. Ok, donc reframe, recadrage. Tu l'as appelé comment, recadrage? Non, on appelle ça en thérapie cognitive la technique du recadrage cognitif. Recadrage cognitif, reframe. Communication engageante, on fait dire à l'autre dans la direction. Pour transformer un prix en valeur, attention. Oui, bien sûr. Voilà. Et allez, un dernier petit tip, s'il nous reste 4 minutes. Ok, maintenant, comment tu fais quand je te dis je veux réfléchir ou c'est trop cher? À quoi souhaitez-vous réfléchir? Quels sont les éléments de la réflexion? Et alors, j'ai peur de rire parce que sur le c'est trop cher, moi, je ne sais dire que par rapport à quoi. Ah zut, ok. Et je l'assume, mais hyper bien. J'ai toute une théorie là-dessus. C'est vrai? Alors, tu m'expliques pourquoi j'ai tort. Ok, alors pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des personnes, on va dire 50%, quand tu dis que c'est trop cher, c'est que, ils n'ont pas compris la valeur de ton offre. Vraiment, c'est que tu as fait des erreurs dans la vente. Je suis pas d'accord. Non, ça peut être ça, c'est des hypothèses. Il y a 3 ou 4. Laisse parler, Sylvain. Laisse parler, chef. En fait, je vais donner un exemple concret. Il y a 2 semaines, je fais une proposition pour un accompagnement en stratégie marketing. La personne, elle s'appelle Marie, elle me dit « Romain, c'est trop cher. » Très bien. Moi, je peux dire, OK, en quoi c'est trop cher? Et là, je peux entrer en négociation avec elle, sans problème. Alors déjà, les commerciaux, généralement, ils sont soit agressifs, soit défensifs. Mais ici, je peux peut-être réduire une option. Mais peut-être que c'est pas trop cher. Peut-être qu'elle n'a pas confiance à la valeur de mon offre. Peut-être que tout simplement, elle n'a pas confiance en moi. Peut-être, en fait, c'est pas trop cher. C'est juste que, en fait, elle n'est pas convaincue. Sauf qu'elle s'est dit automatiquement, elle a eu cette douleur, elle a dit c'est trop cher, ou je vais réfléchir. Donc, la première chose que je conseille, et faites-le, vous allez voir que vous allez avoir des résultats. J'ai mesuré 1000 fois. Les gens dans l'assurance ont dit que s'ils devaient retenir une technique de tout ce que j'aurais enseigné, c'est celle-ci. C'est de dire, de ne pas répondre. De tout simplement pas répondre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si c'est une vraie objection ou pas. Tu es incapable de savoir si tu n'as pas d'outils en direct de neuromarketing. C'est impossible. Tu ne peux pas savoir. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est de dire, très bien, je comprends. Sinon, est-ce que mon offre correspond bien à tes attentes? C'est-à-dire que je reviens en arrière dans la vente. C'est ce qu'on appelle la rétrospection psychologique. Et en revenant en arrière, donc je dis, Marie, écoute, c'est très bien, mais sinon, est-ce que mon offre correspond bien à tes attentes? La personne, elle me dit oui, mais. Et ils vont toujours dire oui, mais. Oui, mais. Non, alors c'est pas oui ou c'est pas ouais à la base. Mais bon, c'est pas grave, elle a dit oui, mais je pense pas que le neuromarketing soit applicable au prêt-à-porter. Je travaille avec LVMH, je travaille avec NafNaf. Alors que si, finalement. Mais j'avais mal vendu, j'avais mal diagnostiqué. Et donc, c'est pour ça que c'était pas un problème de prix, c'était un problème que j'avais mal ciblé sa douleur et j'avais mal mis ma valeur à moi. Et c'est pour ça qu'on ne répond jamais à la première objection. On attend, on est patient, on est cool, il n'y a aucun problème. Et on va poser la question, ok, mais sinon, est-ce que mon offre correspond bien à tes attentes? Je te promets que ça change tout, cette question. Concrètement. Et après, si c'est trop cher, non, moi, c'est vraiment le prix. Dans ces cas-là, je suis OK avec toi, Sylvain, on peut y aller. On peut aller. Alors, je te disais ça parce que moi, dans mon expérience, quand tu leur demandes par rapport à quoi vous me dites ça, tu vas avoir, le mec va te dire, j'ai pas le budget, ou au contraire va te dire, ton concurrent est moins cher, ou au contraire va te dire, parce que je comprends pas du tout votre tarif, quoi. Pourquoi ça vaut aussi cher votre truc? Donc en fait, je crois que le par rapport à quoi couvre exactement ce que tu viens de dire. C'est pas par rapport à qui, hein, Romain, qu'on soit bien clair. Bien sûr. Alors le par rapport à quoi? Pourquoi nous on l'aime pas trop? Parce que encore une fois, si tu mets des caméras ou sur des visios, et je pourrais te faire en off, je pourrais te montrer des visios intéressantes où tu verras que quand les commerciaux disent OK, très bien, par rapport à quoi, le client, automatiquement, tu vois, pas tous peuvent se sentir agressés ou ne peuvent pas comprendre. Parce que parfois, encore une fois, lui, il ne sait pas parfois pourquoi il dit ça. Il vient de ressentir une émotion négative, le gars. Là, il est perdu. Il faut juste prendre le temps de l'aider. Il faut faire l'introspection. C'est normal. Tu as le temps, en fait, de rentrer dans ce détail-là plus tard. Tu as totalement le temps. Prends le temps déjà de valider si ton offre correspond bien à ses attentes.
Oui, ce que tu considères, c'est que le non peut être aussi un peu automatique, comme un effet de défense, et que du coup, il peut revenir après dans le jeu avec une mécanique de... Totalement. Et c'est beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Parce qu'après, tu peux dire très bien, d'ailleurs, quand il dit ouais, non, mais le prix par rapport au concurrent, concrètement, ça veut dire que, encore une fois, il y a eu un problème dans la vente. Donc, et du coup, cher Romain, le fait de faire ça, ça génère quoi chez la personne? Le fait de faire revenir en arrière, Ouais. sur le plan biologique ou des choses comme ça. Alors, sur le plan biologique, c'est dur de le définir. L'avantage qu'on a, c'est que certaines personnes, quand elles ont des objections, elles ne savent pas pourquoi elles ont des objections. C'est ça. Une partie, pas tous, attention. Elles vont dire, je vais réfléchir, c'est tout. Ou elles vont dire, ah oui, mais alors je verrai, parce qu'en fait, c'est normal, elles ont dans un C'est pas un mécanisme de défense pour le coup? Si, c'est un mécanisme de défense qu'on appelle la réactance psychologique, et qui font que parfois c'est très irrationnel. Et à partir de là, elles ont besoin de temps, et elles ont besoin qu'on revienne un peu en arrière. Alors, la personne m'a dit c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher. Elle m'a pas dit la vérité. Elle m'a pas dit Romain, ton neuromarketing, ça marche pas pour le prêt-à-porter. Elle m'a pas dit ça. Et si vous observez des entretiens, vous allez voir que très souvent, quand vous allez retourner en arrière, ils vont vous dire autre chose. Or, d'autres, non, vont dire non, Romain, c'est trop cher, j'ai vraiment pas le budget, c'est 9000, moi j'ai 2000. Bon. Oui, bien sûr qu'il y a des objections prix. Mais... J'entends bien si on peut résumer, parce que je vois qu'on arrive à la fin, c'est qu'effectivement, mon par rapport à quoi peut couvrir une grande partie de ce qu'on vient de dire, mais il peut, dans certains cas, être mal perçu par quelqu'un qui ne sait pas vraiment pourquoi il vient de me le dire. Exactement. Donc, le simple fait qu'il y ait le risque qu'il y ait une partie des gens qui puissent mal le vivre, ça peut être une bonne raison, effectivement, de ne pas le faire. Et quand tu le vois en direct sur des caméras, tu es vite, très, très vite convaincu. C'est-à-dire que quand tu vois la réaction des gens, tu dis « Ah ouais, non, c'est vrai ». Et là, tu vois l'émotion négative. Et là, tu dis « Ah ouais, non, c'est vrai ». Et là, tu comprends. Et surtout que c'est la première objection. On a le temps, c'est cool. Tu vois, moi, je trouve que c'est méga cool. Parfois, on revient en arrière et la personne, elle a oublié l'objection. Ouais, il ne nous le redit pas. Il nous le redit pas une deuxième fois. Il ne nous le redit pas une deuxième fois où il insiste, non? C'est assez bizarre. C'est une forme de reformulation, cher Romain. C'est une forme de reformulation. Gardez à l'idée que l'humain est irrationnel et que moi, on m'a dit, vraiment irrationnel, là, on m'a dit oh, 10 000 euros, Romain, c'est trop cher. Incroyable. La personne, elle a 80% de marge sur son produit avant à 20 000 euros. C'est trop cher, moi. Donc, j'ai pas répondu, je suis revenu en arrière et elle était bloquée irrationnellement sur le prix. Et je lui dis, mais combien tu vas faire de ventes supplémentaires si demain tu fais la vente? Parce que tu me dis que c'est ce que tu as besoin. Ah, mais c'est sûr que je vais augmenter mes ventes. Mais elle fait une vente, c'est déjà rentabilisé. Et elle me dit, ah bah oui. Donc moi, je lui dis, que ce soit 20 000 ou 100 000 euros, pour toi, ça change rien, en fait. Non, mais en fait, irrationnel. Elle me dit, non, mais c'est moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais t'as raison. Et elle a signé. Mais parce que les gens, parfois, sont très irrationnels par rapport à ces émotions négatives. Mais maintenant, je vous l'ai dit, vous allez voir, vous allez vous observer, quand vous allez acheter, parfois, vous allez voir que, merde, c'est n'importe quoi ce que je fais. Question, Romain, par rapport à nos étudiants et aux praticiens qui sont ici de la vente. Parce que, est-ce qu'à un moment, parce qu'on ne va pas avoir, nous, des docteurs ici en neurosciences, enfin psychologie sociale ou en neurosciences. Donc, est-ce qu'ils doivent, par tout un ensemble de tips qui, au fil de l'expérience, un peu comme la discussion que tu viens d'avoir avec Sylvain, accumuler des reformulations pour éviter cet élément-là? Ou est-ce qu'ils peuvent aller sur le registre, alors qu'on appellerait de la synergologie avec Light to Me, par exemple, avec l'idée de repérer ce qui va être beaucoup plus complexe et technique, que ce soit sur les visages, parce qu'eux, ils ne vont pas avoir de caméra qui leur dit, tiens, le gars, là, il a telle réaction. Donc, comment ils font concrètement c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que la synergologie n'est pas acceptée par l'université. Oui, ça fait le côté chiant, chercheur. Mais en fait, les gens sont assez bons en fait pour détecter les émotions inconsciemment. On est assez bon en réalité. Si vous faites faire un test, vous allez voir que vous êtes assez bon pour voir quand votre client n'est pas content ou pas. Moi, je pense que j'emmène jamais les commerciaux à analyser les comportements parce que ça les défocus. Ils ont beaucoup de mal. Et moi, je les laisse juste sur comprendre le client comme des médecins. En fait, maintenant, je dis à tous les commerciaux, vous êtes des docteurs, vous êtes des médecins, vous êtes là pour aider votre client. Si vous n'arrivez pas à l'aider, vous ne l'aidez pas, vous ne vendez pas, mais vous êtes des médecins. Et quand je les mets dans ces positions-là, ils sont plus à l'aise. Parce que c'est tellement dur de trouver des commerciaux aujourd'hui, parce que c'est mal vu, la vente. Il y a toute cette image-là qui fait que on a une impression négative. Donc, moi, je ne les emmène pas à se synchroniser, à regarder tout ça, parce que c'est compliqué, ça les défocus, et c'est pas vraiment évident pour eux. Ok. Mais ça, c'est personnel. Romain, merci beaucoup. Encore une heure qui est passée à une... Merci, Romain. Avec plaisir. Alors,
Moi, c'est toujours très frustrant parce que je pense qu'on pourrait tenir quelques heures sur ce format. J'invite tout le monde, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui verront cette vidéo sur notre chaîne YouTube, à suivre Romain sur LinkedIn, donc Romain Bouvet. Vous le repérez, c'est marqué Romain Bouvet PhD sur son profil LinkedIn. Et Romain nous alimente presque quotidiennement avec des tips, avec des éléments hyper clairs pour nous aider à progresser sur tous ces sujets. Julien, éventuellement une petite question, mais on va conclure là. Ah non, je pense que c'était une fausse manip, Julien. Non, je crois que c'était peut-être une réaction. Alors, les amis, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, Romain, d'avoir partagé cette expérience, mais surtout cette expertise et ces analyses scientifiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos métiers. On est quand même tellement empirique. On partage ensemble entre praticiens où on a tous 5, 10, 15, 20, 30 ans d'expérience, mais les expérimentations que vous faites en analysant de manière hyper pointue, je trouve que ça nous enrichit énormément. Donc Romain, merci beaucoup, merci à tous. Erwan, je te laisse le mot de la fin. Un petit mot là-dessus, en tout cas, et pour conclure, puisque c'était le point de mon introduction, qui est de dire c'est l'intérêt aussi de la science, de pouvoir, analyser via des données chiffrées, de rassembler les éléments empiriques pour pouvoir ensuite conceptualiser par rapport à ça. Merci à tous, c'était le 9e Sales Talk de l'année. On reprendra à la rentrée la saison 2, 9 épisodes, c'est quand même déjà pas mal. Je vois que sur la partie, c'est la deuxième qu'on fait là, sur les neurosciences et ainsi de suite, et c'est tout à fait passionnant. Donc Romain, tu seras maintenant chez toi si tu souhaites intervenir, en tout cas, ou si on te sollicite, ce serait vraiment génial. Merci à tous. Et puis, alors il y aura un autre talk, mais qui sera plutôt pour nos étudiants, notamment sur la question salariale au mois de juillet, sur comment justement travailler sur son premier poste, qu'est-ce qu'on peut demander, et ainsi de suite. Mais saison 2, on a plein de sujets avec Sylvain. On va utiliser les vacances et les apéros pour vous préparer tout ça et vous moutonner un nouveau programme de la saison 2. Grand merci à tous et à très bientôt, évidemment. Merci beaucoup, merci. Merci.